Voici votre résumé express sur l'utilisation du matelas immobilisateur selon la CNSST. Cet outil est fondamental pour stabiliser la tête et la colonne vertébrale lors d'un accident, mais la manœuvre exige une précision absolue à 2 secouristes formés pour ne pas aggraver les blessures. Premièrement, la stabilisation et la préparation. La règle d'or immédiate, on demande à la victime de surtout pas bouger. Un secouriste maintient sa tête en position neutre, sans jamais tirer dessus, et installe un collier cervical. Pendant ce temps-là, on prépare le matelas au sol, on répartit bien les billes, on fait un demi-vide d'air avec la pompe et on pose un drap. Deuxièmement, le transfert sécuritaire. Là, il faut vraiment tourner la victime en bloc, donc avec le corps parfaitement aligné vers soi. Le matelas est ensuite glissé parallèlement au sol, le rebord plié en dessous. Écoutez bien, on ne soulève jamais le matelas pour l'accoter contre la personne. On la dépose simplement tout en douceur. Finalement, place à l'immobilisation sous vide. On attache les courroies de haut en bas, du thorax vers les pieds. Tout en maintenant la tête manuellement, on moule le matelas autour des épaules et de la tête, puis on fait le vide d'air complet jusqu'à ce que la surface devienne hyper rigide. Dernière étape cruciale, on fixe la tête avec du ruban adhésif sur le front puis le menton, et notez bien qu'on déplace toujours la personne avec les poignets latérales, carrément jamais par la tête ou les pieds. En somme, une immobilisation réussie repose sur la stabilisation stricte du cou, une manipulation du corps en un seul bloc et un moulage sous vide parfait de la tête aux pieds. Restez avec nous car on plonge dans tous les détails de cette manœuvre avec notre épisode complet sur le sujet qui suit à l'instant. Imaginons un peu la scène. C'est une journée tout à fait normale sur un grand chantier de construction industrielle. Ouais, avec le bruit de fond habituel, l'équipement lourd. L'équipement lourd, les travailleurs qui naviguent un peu partout dans cet environnement super complexe, hein, et soudainement, Le silence. un bruit sourd. D'abord, quelqu'un vient de faire une chute vraiment importante depuis un échafaudage. Ah. Et c'est à cet instant précis que toute la dynamique du chantier bascule. Complètement. Le temps s'arrête. Et l'instinct humain le plus fondamental, quand on voit un collègue au sol, c'est quoi? C'est l'action immédiate. On veut se précipiter. C'est ça. On veut le relever, lui demander s'il va bien, le sortir de la zone de danger. Mais les protocoles de sécurité nous enseignent une vérité qui est en fait profondément contre-intuitive. Qui est même difficile à accepter dans le feu de l'action. Absolument. Dans ces premières secondes critiques, cette impulsion d'agir est potentiellement mortelle. C'est le grand paradoxe de la traumatologie en milieu de travail. Nous sommes, disons, programmés pour le mouvement en cas de crise, Ouais. alors que la seule véritable urgence, face à un traumatisme rachidien potentiel, c'est la création d'une immobilité absolue et immédiate. Immédiate, oui. Parce que ce n'est pas toujours l'impact initial qui cause les dommages irréversibles à la moelle épinière, n'est-ce pas, Sam? Non, bien souvent, c'est la manipulation hâtive qui s'ensuit. Chaque millimètre de torsion, Juste 1 millimètre. littéralement. Ce millimètre peut signifier la différence entre une contusion grave, qui va guérir, et une paralysie définitive. Waouh. Et c'est précisément ce niveau de contrôle et de rigueur que nous allons examiner aujourd'hui. Bienvenue dans notre exploration approfondie. Merci, c'est un sujet vital. Pour quiconque suit de près les normes de santé et sécurité, on sait à quel point le manuel de secourisme de la CNSST est la Bible de l'intervention d'urgence. La commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail. Oui. Exactement. Et notre plongée au cœur des sources d'aujourd'hui, elle se concentre sur la 9e édition, celle de 2022. Une édition très détaillée. Très. On va scruter la philosophie d'intervention du chapitre 19 qui couvre les traumatismes à la tête et à la colonne vertébrale. Un chapitre dense. Et surtout, notre mission d'aujourd'hui est de disséquer, vraiment étape par étape, la mécanique détaillée de l'annexe 3. Ah, le matelas immobilisateur. Voilà, cet équipement médical fascinant. On veut comprendre la chorégraphie précise pour figer un corps humain dans l'espace afin de le sauver. Et comprendre la science derrière. D'accord, décortiquons cela. Commençons par la biomécanique de base, si on veut bien. Allons-y. Le manuel insiste lourdement sur la vulnérabilité des régions cervicales et lombaires. Qu'est-ce qui rend ces zones si critiques lors d'un impact soudain? Ce qui est fascinant ici, c'est la façon dont notre architecture osseuse réagit au transfert d'énergie cinétique. C'est-à-dire? Eh bien, pour notre auditoire qui connaît un peu la structure humaine, il est évident que la colonne n'est pas un mât rigide. Non, c'est plutôt empilé. C'est une série de segments articulés, oui, qui abritent la moelle épinière. Et lors d'une chute ou d'un coup violent, les régions cervicales et lombaires absorbent des charges biomécaniques massives. Parce qu'elles sont plus mobiles? Parce qu'elles sont les points de pivot naturels de notre corps.
Et si la force de l'impact dépasse la limite d'élasticité des ligaments ou la résistance des vertèbres, C'est là que ça casse. on assiste à des fractures, des luxations ou des entorses graves. Mais le danger immédiat n'est pas tant la fracture osseuse en soi, C'est quoi alors? c'est l'instabilité structurelle qu'elle crée. Un fragment d'os ou un disque déplacé se retrouve soudainement à, disons, quelques millimètres du tissu nerveux de la moelle épinière. Et c'est là que le moindre mouvement devient un jeu de roulette russe. Absolument. Ce qui m'amène à questionner une directive très stricte que j'ai lue dans ces pages. La règle d'or des secouristes. Laquelle? Les normes stipulent qu'une blessure à la tête doit systématiquement être traitée comme une blessure à la colonne vertébrale. C'est exact. Toujours. Mais d'un point de vue logistique, sur un chantier, mobiliser tout l'équipement d'immobilisation vertébrale pour chaque choc à la tête, ça semble être une précaution extrême. Ça peut paraître extrême, Ça monopolise des ressources précieuses. Pourquoi cet amalgame inconditionnel? parce que la physique de la décélération ne permet aucune marge d'erreur. La physique. Oui. Lorsqu'un travailleur subit un traumatisme crânien, par exemple, en heurtant une poutre, l'énergie de ce choc ne s'arrête pas à la boîte crânienne. Elle descend. Elle se propage vers le bas, directement à travers le rachis cervical. Les données cliniques de la CNSST démontrent une corrélation extrêmement élevée entre les lésions crânio-cérébrales et les fractures cervicales cachées. Ah, des fractures qu'on ne voit pas. Voilà. Le secouriste n'a pas d'appareil d'imagerie par résonance magnétique sur le terrain. Si la tête a absorbé assez d'énergie pour causer une commotion, il est impératif d'assumer que cette même énergie a déstabilisé l'architecture cervicale. Mieux vaut prévenir que guérir, à un niveau extrême. C'est une question de survie neurologique. Mais comment on fait la part des choses dans le chaos d'un accident C'est difficile. Si un travailleur tombe, qu'il est inconscient, ou à l'inverse, s'il se lève, que son adrénaline crève le plafond et qu'il dit « Ah, je vais bien, laissez-moi ». Classique. Quels sont les indices concrets que les secouristes cherchent pour déclencher le protocole d'immobilisation? Déjà, la première règle, c'est que l'absence de plainte n'est jamais une garantie d'absence de blessure. Surtout avec l'adrénaline. Exactement. Le protocole s'appuie d'abord sur la cinématique du traumatisme. La nature de l'accident lui-même. Oui. Le critère objectif, c'est la chute. Une chute d'une hauteur supérieure à la taille de la personne commande automatiquement l'immobilisation. Ah, donc juste la propre hauteur de la personne. Pas besoin de tomber du 3e étage. Pas du tout. Ensuite, le secouriste cherche des déficits neurologiques subtils. C'est pas forcément une paralysie totale tout de suite. Rarement. On parle d'engourdissement, de picotement dans les mains ou les pieds, ou une faiblesse asymétrique. Et il y a un autre facteur aggravant majeur dans les sources. L'intoxication. Tout à fait. Toute suspicion d'intoxication, qu'elle soit due à l'alcool, aux drogues ou même à des médicaments. Parce que ça masque la douleur. L'intoxication altère radicalement le seuil de perception de la douleur et fausse l'évaluation clinique de base. Et il faut aussi penser à l'âge. L'ostéoporose ou l'arthrose chez les travailleurs plus âgés diminue la force nécessaire pour causer une lésion. Donc, si l'un de ces critères est rempli, paf, on fige la scène. On fige tout. C'est le moment critique où le secouriste doit lutter contre l'envie naturelle de transporter la personne à l'infirmerie. Et c'est ici que ça devient vraiment intéressant. Ah oui, Parce que c'est à ce stade précis que nous entrons dans le vif du sujet de notre analyse d'aujourd'hui, l'annexe 3. le déploiement de l'équipement. Lorsqu'il faut inévitablement déplacer le travailleur blessé pour le remettre aux ambulanciers, on sort le matelas immobilisateur. Un outil remarquable. Pour ceux qui essayent de se le représenter, on oublie l'image de la civière classique de secourisme, c'est pas ça du tout. Pas une planche de bois, non. C'est une enveloppe de polymère de haute résistance remplie de milliers de microbilles et qui utilise la pression atmosphérique pour passer d'un état fluide à un état rigide, comme un plâtre anatomique géant. C'est une technologie très spécifique. Mais le manuel est intraitable, c'est pas un jouet ni un équipement de commodité. L'utilisation de cette technologie exige un environnement contrôlé. Et surtout la présence obligatoire de 2 secouristes. 2, c'est le minimum absolu. 2 secouristes ayant reçu une formation complémentaire spécifique. Tenter d'utiliser ce matelas sans la coordination requise, c'est probablement plus dangereux que de ne rien faire du tout. Vraiment. La chorégraphie doit être parfaite. L'objectif est de manipuler un corps structurellement instable sans provoquer la moindre flexion ou rotation de la colonne. Concentrons-nous sur le premier secouriste pendant une seconde, parce que je trouve que son rôle est psychologiquement et physiquement immense. C'est le pilier de l'intervention. Selon la procédure, avant même qu'on ne touche au matelas, ce secouriste s'approche de la personne au sol, lui ordonne de ne pas bouger et prend physiquement le contrôle de sa tête. Il la maintient manuellement en position neutre. Mais le manuel met un gros avertissement là-dessus.
sans faire de traction. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Le maintien manuel en position neutre signifie que le secouriste devient le prolongement anatomique du patient. Ils deviennent partie du corps. Son seul objectif est de garder l'alignement naturel du crâne avec le reste du rachis. L'interdiction formelle de faire une traction, c'est crucial. On ne tire pas. Jamais. Dans le passé, certains pensaient qu'en tirant légèrement sur la tête, on pouvait réaligner les vertèbres. C'est une erreur catastrophique. Ça fait froid dans le dos. Pourquoi? Si les ligaments sont déchirés et que la moelle est exposée, exercer une traction va simplement étirer la moelle et aggraver la déchirure. Ou pire, déplacer un fragment osseux directement dans le canal rachidien. Donc le secouriste est juste là pour figer, pas pour corriger. C'est un étau passif. Il doit maintenir cette concentration musculaire absolue pendant qu'on mesure et qu'on installe le collet cervical rigide. Et il ne lâche pas après le collet. Surtout pas. Ce maintien ne s'arrête que lorsque la personne sera entièrement scellée dans le matelas. C'est un test d'endurance incroyable au milieu du chaos d'un accident de chantier. Pendant ce temps, le deuxième secouriste, lui, il prépare le fameux matelas. Oui, il a son propre protocole très strict. Il l'étend, il vérifie que les billes sont bien réparties. Et là, il y a cette étape technique vraiment spécifique. La préparation de l'air. Le manuel dit qu'il faut brancher une pompe et créer un demi-vide, environ 2 à 3 coups de pompe, avant même d'approcher le matelas de la victime. Pourquoi appliquer cette pression négative à ce stade? C'est une question de dynamique des fluides granulaires. Si le matelas était laissé à la pression ambiante normale, les microbilles se comporteraient comme un liquide. Comme de l'eau dans un sac. Exactement. Et dès que les secouristes essaieraient de glisser le matelas sous le patient, la gravité forcerait toutes les billes à tomber vers le bas ou les côtés. Ce qui laisserait la victime allongée sur la toile, vide, direct sur le sol. Ce qui annulerait tout le but de l'opération. En appliquant ce demi-vide, on retire juste assez d'air pour créer une friction entre les billes. Ça fige un peu la forme. Le matelas adopte une consistance pâteuse. C'est malléable, mais suffisamment cohésif pour conserver une épaisseur uniforme de billes sur toute sa surface. D'accord, donc le matelas est prêt, à moitié rigide. Arrive maintenant la manœuvre que je trouve la plus anxiogène de tout le document. Le déplacement. Le déplacement du patient sur le matelas. La technique exigée est celle de tourner en bloc. Sur le papier, c'est logique. En pratique, c'est un défi. Mais oui, dans la réalité d'une usine, un travailleur qui porte peut-être des bottes lourdes, un harnais, comment 2 secouristes peuvent garantir 0 degré de rotation entre les épaules et le bassin? Si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, c'est précisément pour cela que la formation pratique est vitale. Le concept du bloc monolithique exige que la ceinture scapulaire Les épaules? et la ceinture pelvienne, le bassin, pivotent exactement au même micro-instant et à la même vitesse. J'ai le deuxième secouriste qui gère ça. Oui, il dicte le rythme en manipulant les points d'ancrage aux hanches et aux épaules. Pendant ce temps, le premier secouriste, toujours aux commandes de la tête, suit le mouvement imposé. Sans résister. Il doit maintenir l'axe crânio-cervical parfait. La moindre désynchronisation crée une torsion qui se transfère directement à la moelle. Et le placement du matelas pendant qu'il le tourne. Il y a un détail intéressant. Les sources disent de placer le matelas parallèlement à la victime, de replier le rebord sous lui-même, mais il y a une consigne stricte de le garder à plat sur le sol. C'est essentiel. Moi, intuitivement, je me dirais qu'incliner le matelas contre le dos du patient pendant qu'il est sur le côté, ça faciliterait le transfert. Non. Pourquoi cette interdiction? L'inclinaison du matelas crée un risque de bascule incontrôlé. Un matelas en demi-vide, c'est lourd. Ah, ça pourrait tomber. Si vous l'inclinez contre la victime et qu'il glisse, l'énergie de cette chute va frapper le dos du patient, Et déstabiliser le secouriste qui le tient. forçant une torsion brutale, oui. Le matelas doit rester un réceptacle passif, fermement ancré au sol. C'est le patient qui est doucement ramené en position dorsale. Pour atterrir pile au centre. Idéalement. S'il n'est pas parfaitement centré, la CNSST exige un repositionnement par un très léger glissement latéral en maintenant l'alignement. On ne le soulève surtout pas à nouveau. Jamais. Bon, le patient repose maintenant sur ce lit de billes à l'état pâteux. Et c'est ici que débute la phase critique, la création de la carapace. Le moulage final. Le secouriste relâche le demi-vide, il ouvre la valve, ça redonne toute la fluidité aux billes, et le sanglage commence. Le manuel précise qu'il faut fixer les courroies en partant impérativement du thorax pour descendre vers les pieds. C'est une question d'ancrage. Mais pourquoi ne pas sécuriser les jambes en premier? Ça éviterait des coups de pied de panique. L'objectif principal est de verrouiller le centre de gravité, le segment le plus massif du corps, le thorax. D'accord. En fixant le thorax en premier, on s'assure que la portion lombaire et thoracique de la colonne est plaquée et stabilisée.
Si l'on commençait par les jambes, tout mouvement accidentel du torse créerait un point de levier massif au niveau de la colonne lombaire. Parce que le bas serait figé, mais le haut bougerait. Et la charnière serait la colonne brisée. Ouf, c'est logique. Ce qui nous amène à un détail d'ingénierie anatomique que je trouve vraiment brillant. L'annexe 3 recommande d'insérer une couverture ou un rembourrage entre les jambes du patient avant de serrer les courroies du bas. La fameuse astuce de pro. Au premier abord, on dirait juste pour le confort, mais la biomécanique derrière, c'est bluffant. C'est un point fondamental pour la protection lombaire, en fait. Pensons à l'anatomie naturelle du bassin. Il y a un espacement naturel entre les genoux. Oui, nos jambes ne sont pas collées. Si un secouriste serre une courroie autour des jambes sans combler cet espace, la pression va forcer les fémurs à se rapprocher. Un mouvement d'adduction. Les genoux se cognent. L'articulation de la hanche est faite de telle sorte que cette adduction forcée entraîne inévitablement une rotation interne du fémur. Et le fémur fait tourner le bassin. Voilà. Et qu'est-ce qui est attaché au bassin? La colonne lombaire basse. Waouh! Ce simple serrage de sangle, sans la couverture pour l'alignement, peut générer une torsion lombaire suffisante pour déplacer un fragment vertébral. C'est l'effet papillon de la traumatologie. Serrer les genoux détruit la région lombaire. C'est exactement ça. Tout est connecté. Donc, une fois les courroies bien installées avec la couverture, le deuxième secouriste procède au moulage manuel. Il modèle physiquement les billes autour des épaules, de la tête, il replie les rebords vers l'extérieur. Et là, transition de phase. Le moment décisif. Il connecte la pompe et extrait massivement l'air. Et ce qui est fou, d'un point de vue physique, ce n'est pas la pompe qui rend le matelas dur. Non, c'est la pression atmosphérique ambiante. C'est l'air autour de nous. Le travail de la pompe est simplement de créer un vide à l'intérieur. En retirant l'air, il n'y a plus de résistance interne. La pression de l'atmosphère pèse de tout son poids, écrasant l'enveloppe contre les microbilles. Et les billes se coincent les unes contre les autres. Elles se verrouillent par friction mécanique pure. En quelques secondes, le matelas passe d'un coussin moelleux à la rigidité d'une coque en fibre de verre, C'est une armure sur mesure. qui épouse les contours uniques de l'anatomie du patient. Le manuel dit qu'il faut pomper jusqu'à ce que la texture des billes soit visible à la surface, comme un signal de rigidité maximale. On ferme la valve. Mais c'est pas fini. Il y a les ajustements vitaux. La création de cette coque modifie un peu la géométrie. Donc le secouriste doit réviser chaque courroie, avec un gros avertissement sur la respiration. Oui, une courroie thoracique ajustée serrée sur un support devenu aussi dur que la pierre ne laisse aucune marge d'expansion. Ça empêche la poitrine de se gonfler. Le secouriste doit absolument s'assurer que l'amplitude de la cage thoracique lors de l'inspiration n'est pas compromise. Sinon, il risque de provoquer une détresse respiratoire aiguë chez un patient déjà en état de choc. On ne veut pas l'étouffer en voulant soulever son dos. Précisément. Nous arrivons ensuite à la séquence de verrouillage finale, pour la tête. Le premier secouriste qui a les mains sur le crâne depuis le début, Et qui doit avoir des crampes. c'est clair. Il est sur le point d'être relayé par le matelas. Le protocole exige l'utilisation de larges rubans adhésifs pour fixer la tête au rebord rigide du matelas. Et là encore, l'ordre est non négociable. Toujours une question d'ordre. On applique le ruban sur le front en premier, puis on sécurise le menton. Pourquoi pas l'inverse? Cela relève de la stabilisation du centre de masse crânien. Le crâne abrite le cerveau qui représente la masse la plus importante de la tête. Oui. C'est le front, la boîte crânienne solide, qui dirige la cinétique du cou. En ancrant d'abord le front aux parois rigides du matelas, on annule instantanément le risque de flexion ou de rotation majeure. Et si on commençait par le menton? On s'attacherait à la mâchoire, qui est une articulation mobile. Ah, bien sûr. Non seulement ça ne stabiliserait pas le poids du crâne, mais si le patient panique et essaye d'ouvrir la bouche, Tout bouge. ça compromettrait toute la fixation. Une fois le front solidement scellé, le ruban mentonnier vient simplement agir comme une sécurité secondaire pour finaliser le bloc crânio-cervical. Impeccable. Donc là, le patient est totalement encapsulé. Prêt pour l'évacuation. La scène est sous contrôle, les ambulanciers sont prêts. On pourrait croire qu'il suffit de soulever ce bloc et de partir. C'est là que se trouve le dernier piège. L'annexe 3 de la CNSST se termine par une interdiction absolue sur le transport. Le matelas doit obligatoirement être porté par les multiples poignets latéraux. Et rien d'autre. Il est formellement proscrit de le soulever par les extrémités. Un secouriste à la tête, un autre pied, c'est non. Pourquoi? C'est dicté par la mécanique des structures. Le matelas a une rigidité exceptionnelle, certes, mais ce n'est pas une planche d'acier. Ça reste un sac sous vide. Le centre de gravité du patient se trouve au niveau du bassin. Si deux intervenants soulèvent l'ensemble par les extrémités distales, tête et pied, ils créent un moment de flexion gigantesque au centre. Le matelas va plier sous le poids des hanches. Inexorablement, ça va créer un creux au milieu.
Cet affaissement va plier la colonne de la victime, ruinant en un instant tous les efforts d'alignement orchestrés depuis le début. Tout ce travail gâché au dernier moment. En utilisant les poignets latéraux, on répartit la charge de manière homogène le long de l'axe longitudinal, préservant l'intégrité de la carapace. C'est un niveau de précision qui force le respect, vraiment. Tout à fait. Quand on analyse ce document dans son entièreté, on réalise que les premiers soins face à un traumatisme vertébral n'ont rien à voir avec les gestes héroïques et rapides qu'on voit dans les films. C'est la grande leçon de cette analyse. La gestion d'un traumatisme rachidien, c'est une discipline de l'immobilité calculée et méthodique. Chaque étape compte. Chaque composante du protocole de cette annexe 3 est une fusion sophistiquée entre l'ingénierie des matériaux et l'anatomie clinique. Le secouriste ne se bat pas seulement contre le temps. Il se bat contre la gravité. Contre les lois de la gravité et la cinétique corporelle pour protéger l'intégrité de la moelle épinière. Et savoir que ce simple dispositif de billes enveloppées dans une toile peut se transformer par la seule force de l'atmosphère en une armure sur mesure, c'est fascinant. Cela soulève d'ailleurs une question importante quant à l'évolution de la protection en milieu industriel. Vers quoi on se dirige selon vous ? Si aujourd'hui nos protocoles dépendent d'une intervention humaine hyper rigoureuse pour figer un corps après la chute, on est en droit de se demander comment la technologie autonome redéfinira ces normes. Une technologie autonome. Comme quoi ? Verrons-nous l'intégration de matériaux intelligents ou de fluides non newtoniens directement dans les équipements de protection individuelle des travailleurs ? Ah, qui réagissent au choc ? Des exosquelettes ou des vêtements qui détecteraient une accélération gravitationnelle anormale et se rigidifieraient de manière autonome à l'instant même de l'impact. Avant même qu'on touche le sol. Annulant ainsi la nécessité d'une intervention humaine pour stabiliser la colonne dans ces premières millisecondes fatidiques. C'est une perspective de science-fiction, mais c'est tellement logique. C'est une trajectoire d'innovation qui pourrait révolutionner la traumatologie de demain. Quelle perspective saisissante pour conclure cette exploration. Le concept d'une sécurité proactive incrustée dans l'équipement lui-même. Mais bon, d'ici à ce que cette technologie soit déployée sur tous les chantiers de construction. La maîtrise rigoureuse des procédures reste vitale. Exactement. Le jugement clinique des secouristes formés demeure notre rempart le plus solide. Sans aucun doute. Merci infiniment à notre auditoire d'avoir plongé au cœur de ces sources techniques avec nous aujourd'hui. C'était un plaisir de décortiquer cela. D'ici notre prochaine analyse, continuez d'examiner le monde qui vous entoure, remettez en question les évidences et surtout, gardez l'esprit curieux. Les informations présentées dans cet épisode sont offertes à titre informatif et pédagogique seulement. Ce balado ne remplace pas une formation officielle en secourisme en milieu de travail reconnue par les autorités compétentes. Pour obtenir une certification valide, il est essentiel de suivre un cours accrédité auprès d'un organisme reconnu. Le contenu de ces épisodes est élaboré avec soin, en s'appuyant sur les standards actuels du secourisme et produit avec l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Malgré toute l'attention portée à l'exactitude des informations, certaines imprécisions peuvent survenir. Ce balado ne constitue pas un document officiel reconnu par la CNESST ni par des organisations telles que Cœur et AVC, la Croix-Rouge ou toute autre autorité réglementaire. Notre objectif est simple, vous aider à réfléchir, réviser et approfondir vos connaissances en secourisme dans un format accessible et complémentaire à votre formation. Merci d'être à l'écoute et surtout, continuez à vous former.